On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du temps des pommes, mais surtout, c'est une nouveauté, ici même en Montérégie, un premier musée, un centre d'interprétation de la pomme. Et vous allez trouver ça où? À la Pommeraie d'Or, du côté de Rougemont. C'est au 173 chemin de Marieville. Donc, on en discute dans quelques instants avec Francis-Hugues Lavoie. Mais d'abord, parlons du Mont-Saint-Grégoire, qui est aussi une belle activité qu'on peut faire. On peut faire les pommes d'un côté, puis après ça, aller se balader au Mont-Saint-Grégoire. Pour les différents sentiers, il y a différentes activités qui sont offertes et organisées par l'organisme CIM au Richelieu. On en discute à l'instant avec Lauriane Monette. Vous savez, quand on est à l'automne comme ça, oui, c'est le temps des pommes, mais c'est le temps aussi du plein air. C'est souvent le temps aussi d'aller gravir des montagnes, se promener dans les sentiers. On le sait, ici, dans la région, on a un joyau qui s'appelle le Mont-Saint-Grégoire et dont l'organisme CIM au Richelieu s'en occupe et s'en occupe fort bien depuis plusieurs années. Avec nous un peu pour nous parler des différentes activités, Lauriane Monette, qui est technicienne en bioécologie. Bonsoir et bienvenue. Merci. Évidemment, et ça, les gens parfois ne le savent pas ou le savent peut-être, mais peut-être pas au complet, les sentiers, ils sont ouverts à l'année. Oui, nos sentiers sont ouverts à l'année, même l'hiver. Donc, les gens nous le demandent souvent, quand est-ce que vous fermez? On ne ferme pas. Donc, les seules journées où on est fermé, c'est dans le temps de Noël et du jour de l'an. Sinon, les gens peuvent venir 7 jours sur 7. Et là, en ce moment, on est ouvert de 9 h à 18 h. Et après la fin de semaine de l'Action de grâce, ça va être jusqu'à 17 h. Ouais, il y a une question probablement de luminosité avec le soleil. Exactement. Puis oui. quand on arrive plus loin dans l'hiver, après le mois de novembre, on raccourcit encore, on va fermer à 16 h. Donc, c'est une question de sécurité. En fait, on ne veut pas que les gens soient dans les sentiers quand il fait noir. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est culturel ou je ne sais trop que les gens, évidemment, associent souvent l'automne aux randonnées en montagne? Et parfois, comme vous le dites, les gens se disent « Ah, c'est quand, c'est ça? Vous fermez à quel moment? » On ne ferme pas, on ne ferme jamais, finalement. Non, c'est ça. On est toujours ouvert, mais c'est vrai que les gens associent plus à l'automne. Je pense qu'il y a deux phénomènes. Premièrement, il fait plus frais qu'au mois de juillet ou au mois d'août. Des fois, c'est trop chaud. On n'a pas envie d'aller faire vraiment de l'activité physique à l'extérieur. Et en plus, l'automne, on a les couleurs qui s'en viennent. Donc, c'est sûr que c'est magnifique être dans la forêt à ce moment-là. Donc, je pense que les gens, ils ont ces deux motivations-là pour sortir à l'automne plus qu'à aucun autre moment. Est-ce qu'on peut dire, évidemment, que la pointe de fréquentation au niveau des sentiers, c'est principalement l'automne? C'est vraiment, vraiment à l'automne, là. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais en septembre, octobre, là, on fait vraiment la majorité de nos entrées dans les fins de semaine d'automne, justement. Bon, comment ça se passe, justement, quand il y a affluence de circulation et de population au niveau du bâtiment principal, au niveau du stationnement, au niveau de l'entrée et de la sortie? Est-ce que ça se fait relativement bien ou s'il y a des moments parfois de congestion? Je vous dirais que là, avec l'expérience, on s'en sort bien. Maintenant, là, c'est sûr que la clientèle est toujours en augmentation, puis des fois, d'une année à l'autre, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais dans l'année régulière, l'accueil se fait vraiment comme à l'intérieur du bâtiment de CIM, là, des bureaux. Mais les fins de semaine d'automne, là, depuis la fin de semaine passée, dans le fond, on installe un chapiteau d'accueil à l'extérieur pour éviter que les gens aient à rentrer à l'intérieur puis que ça congestionne justement avec la porte d'entrée qui est pas assez large et tout. Donc, on est vraiment à l'extérieur. Puis ça se fait assez bien. Je vous dirais que là, des fois, il y a un peu d'attente à la caisse pour payer, mais on réussit à bien gérer, c'est ça, les gens qui entrent. Puis pour le stationnement, c'est sûr qu'on a besoin de personnel aussi pour gérer toutes les autos qui arrivent. Mais on a beaucoup de personnel et des bénévoles aussi qui nous donnent un coup de main, donc ça se passe bien. Ça coûte combien par personne ou par famille? Je ne sais trop, mais c'est quoi la tarification? Alors, par personne, c'est 4,50 pour les adultes, taxes incluses. Et les enfants de 5 à 17 ans, c'est 2,50. 4 ans et moins, c'est gratuit. Et le stationnement? C'est gratuit. Donc, dans le fond, c'est vraiment... En fait, c'est pour l'accès au site que les gens payent. Donc, c'est pas un frais par auto ou par famille, justement, c'est vraiment par personne. Puis après, ils ont accès au site pour aussi longtemps qu'ils veulent. Bon, on parlait tantôt, justement, du bâtiment principal. Il y aura donc rénovation prochainement? Oui, bien, s'il y a des gens qui sont venus dans les dernières semaines, ils ont pu remarquer que ça avait déjà débuté. C'est presque terminé, là, en fait. D'ici 2 semaines, ça devrait être terminé. Le bâtiment, c'est un très vieux bâtiment. C'était une vieille maison que nous, on a aménagé en bureau. Mais le revêtement extérieur avait besoin d'un petit rafraîchissement. Donc, là, c'est ça, le revêtement extérieur est presque fini. On a démoli aussi, il y avait une espèce de grand balcon. Donc, ça fait beaucoup plus aéré. Puis, ça va être bien beau. Là. On a changé toutes les portes, toutes les fenêtres. Puis, on va avoir des petits toits qui s'harmonisent avec nos autres bâtiments, en fait, là, de couleur vert. Donc, tout ça... ça fait un beau changement, un beau coup de neuf pour le bâtiment. Bon, CIM, c'est Centre d'interprétation en milieu écologique. Du milieu écologique, Du milieu écologique au Richelieu, bon, évidemment établi au Mont-Saint-Grégoire, comme on le sait, depuis quoi, une trentaine d'années, c'est pas plus? Bien, CIM existe depuis 32 ou 33 ans.
Avant, les bureaux étaient dans le centre-ville de Saint-Jean. Et depuis 2006, les bureaux sont où on est en ce moment, là, vraiment au pied de la montagne. Mais en même temps aussi, si je me rappelle bien, l'organisme est maintenant propriétaire des C'est lieux. ça. Donc, en 2006, Sim a vraiment acheté le terrain dans la montagne ainsi que la maison où on a fait nos bureaux. Et il y a un verger aussi qui est là. Le verger, évidemment, c'est pas Sim qui s'en occupe. Là, on le loue à un pomiculteur. Mais c'est vraiment Sim. C'est des terrains privés. Donc, Sim a dû acheter le terrain pour On parle s'installer. de quoi? On parle de plusieurs sentiers ou d'un sentier principal qui va jusqu'au sommet? Il y a un sentier principal qui se rend jusqu'au sommet, puis ça fait une boucle. Donc, on a un deuxième sentier qui redescend. Les gens ne sont pas obligés de faire l'aller-retour. Puis, on a comme 2 autres petits sentiers là, qui mènent à des points de vue ou des petites alternatives. Mais il y a vraiment une boucle principale, dans le fond, qui est la plus intéressante pour les gens. Qu'est-ce que ça demande comme entretien, ces sentiers-là? Ça demande quand même beaucoup d'entretien. C'est sûr que quand il pleut, il y a de l'érosion. Dans le fond, là, les sentiers se défont un peu. C'est sûr que quand il y a des grands vents, il y a des arbres qui tombent, donc il faut entretenir ça pour que ça soit dangereux, pour pas que ça soit dans le chemin aussi. Et il y a aussi le point plus plate, mais on a du vandalisme. Donc, il arrive qu'on ait des escaliers ou des rampes qui sont brisés ou brûlés, ou peu importe. Donc, on a besoin de réparer ça aussi assez fréquemment dans l'année. Ça prend combien de temps faire l'aller-retour au sommet? Pour une famille, à peu près 1h30, je vous dirais en moyenne. Les gens plus rapides vont le faire en 1 heure, mais 1 heure à 1h30, ça a bien de l'allure. Et le niveau de difficulté, vous l'évaluez comment? C'est un niveau facile parce que c'est très court. Donc, la boucle, c'est 2,4 km. Ça monte, comme la montagne est petite, c'est sûr que ça monte quand même à pic, ça fait travailler le cardio, mais comme c'est très court, les gens peuvent le faire très lentement, puis ils n'ont pas de difficulté, donc c'est un niveau facile. Bon, CIM est un organisme à but non lucratif. Exactement. Là, vous avez quoi? Un tirage qui est organisé en ce moment? C'est une activité de financement? Oui, exactement. Donc, comme c'est un organisme à but non lucratif, on est toujours en train de rechercher un peu justement où on peut se financer. Alors, cette année, on a décidé d'essayer ça, d'y aller par un tirage. C'est la première fois qu'on organise ça. Alors, les profits de la vente des billets sont remis à CIM. Les prix, on a une quinzaine de prix qui vont être tirés. C'est des prix assez intéressants. Le premier prix, c'est une envolée en montgolfière pour 2. Et après ça, les autres prix sont pas mal tous reliés au plein air. Là. On a des cartes cadeaux pour les parcs de la CEPAC, cartes cadeaux chez Cell, Sport Expert, Mitech, des jumelles aussi. Là. Il m'en manque quelques-uns, mais ça vous donne une idée des prix. Donc, 1 600 $ en prix. Exactement. Combien coûtent les billets de tirage? Un billet pour 3 2 pour 5 et on peut aussi vendre des lots de 10 billets pour 20 Et le tirage est prévu le 4 novembre. 4 novembre. Et les billets, si les gens veulent s'en procurer, sont en vente à l'accueil de CIM, donc où il y a l'accueil des sentiers au pied du Mont-Saint-Grégoire. Et avec cette activité-là, est-ce que vous avez déjà fait une certaine évaluation du nombre de billets vendus versus le profit que vous pouvez potentiellement peut-être en tirer? Bien, on visait 5 000 billets vendus. Là, on ne pense pas atteindre ça finalement. Peut-être qu'on va plus se rendre à 2 000 3 000, mais ça va nous faire quand même quelques milliers de dollars si on se accumulé avec ça. Donc, c'est quand même... Vous êtes aussi, on parle d'un atelier qui s'appelle « Je veille sur le Mont-Saint-Grégoire ». Qu'est-ce que c'est, cet atelier? Alors, c'est un atelier qu'on veut présenter dans les classes de secondaire 2 de la région. On a déjà fait cet atelier-là à 2 reprises. Donc, la première fois, c'était en 2011. Ensuite, on l'a refait en 2013. C'est un atelier qu'on veut offrir gratuitement aux écoles. Donc, on est allé chercher en 2013 et en 2015, donc cette fois-ci, une commandite d'Hydro-Québec. Donc, c'est Hydro-Québec qui paye les ateliers, donc les écoles peuvent en bénéficier gratuitement. Et c'est un atelier qui parle des aires protégées. Donc, c'est quoi une aire protégée? Et surtout, de certaines activités que les gens font dans les milieux naturels, dans les aires protégées, et qui peuvent causer des dommages, donc avoir un impact négatif. Alors, entre autres, le fait de faire du hors-sentier, d'aller faire du camping ou des feux où c'est pas permis. Alors, on aborde ces sujets-là avec les jeunes pour les sensibiliser un peu à tout ça. Bon. Et parlez-moi de bière. Oui. De bière aux pommes, brassée là, pas très loin d'ici, Au chez Lagabière, exactement. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça aussi, c'est une autre activité de financement, en fait, qui arrive comme presque en même temps que le tirage. C'est le Lagabière qui fait une bière qui s'appelle Ale Truiste. Et là, c'est la 2e fois qu'ils vont la faire. Alors, il y a un certain montant par consommation qui va être remis à un organisme à but non lucratif. Donc, la première fois, je pense que c'était le Relais pour la vie qui en avait bénéficié. Et là, cette fois-ci, ça va être CIM. Alors, la bière devrait être prête d'ici quelques semaines, la mi-octobre, qui nous disait. Et c'est donc leur bière aux pommes, donc leur bière automnale. Il y a un petit lien avec le Mont-Saint-Grégoire, puisqu'évidemment, autour du Mont-Saint-Grégoire, il y a beaucoup de vergers. Donc, c'est pour ça que c'est la bière aux pommes. Et c'est ça, il y a un certain montant par consommation qui est remis à CIM. On disait que
Pas loin du Mont-Saint-Grégoire, il y avait beaucoup de bière, mais non, c'est ça. Beaucoup de vergers, beaucoup de pommes. Beaucoup de pommes. Donc, si les gens consomment cette fameuse bière, l'altruiste à la Gabière, donc les gens pourront maintenant savoir qu'il y aura un pourcentage. C'est ça, ça donne un petit coup de main. Un petit coup de main du côté de Sim. Voilà, c'est 1 par pinte et 50 cents par verre, si je ne me trompe pas, qui va être remis à on le prend bien. Oui. On le prend bien, c'est ça. Et il y a aussi, en cours d'année, chez Sim, toujours les camps qui sont liés aux jeunes, soit à la semaine de relâche. Je crois que là, cette année, ici, localement, il n'y a pas de semaine de relâche. Non, est-ce que ça vient un peu mêler les camps? Bien, c'est sûr qu'on ne pourra pas offrir exactement le même service qu'on a offert les 3 dernières années, parce qu'évidemment, là, dans la commission scolaire ici, qui est notre principal réseau, il n'y a pas de semaine de relâche, on est en train de voir si on peut faire quelque chose avec d'autres municipalités qui sont à l'extérieur de la commission, mais c'est pas déterminé encore. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va arriver. Et sinon, durant l'été, il y a toujours des camps aussi. Oui, ça, nos camps de jour sont toujours d'actualité. Cette année, d'ailleurs, ça a super bien rempli. Toutes nos semaines étaient complètes. Donc, on vous invite à vous procurer les billets de tirage au profit de Sim, donc au pavillon d'accueil, bien sûr. Également, si vous buvez une bière à la Gabière, l'altruiste, des profits versés à l'organisme également. Présentation donc de cet atelier intitulé « Je veille sur le Mont-Saint-Grégoire » qui s'en vient prochainement pour les élèves de secondaire 2. La rénovation du bâtiment principal, on en a parlé tantôt, et bien sûr, l'accès au sentier à l'année. L'hiver, il arrive quoi? Est-ce qu'on fournit de l'équipement aux gens qui veulent grimper? Les gens peuvent louer de l'équipement. Donc, s'ils veulent des crampons ou des bâtons de marche, ils peuvent en louer. Les raquettes aussi. C'est sûr que nous, on suggère fortement aux gens d'être en crampons parce que surtout la partie plus au sommet, c'est très, très glacé. Donc, en bottes, ça peut être dangereux. Puis, quand il vient neiger, ça peut être agréable de le faire en raquette aussi. Mais là, pour l'instant, on est correct. Oui, pour encore quelques semaines. Donc, allez faire ça. un tour au Mont-Saint-Grégoire dans les sentiers de Sim pour une petite balade en montagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Au retour, on vous parle bien sûr du temps des pommes. Il y a quelques instants, on vous parlait de balades en montagne, mais aussi l'automne, c'est très propice au temps des pommes. Et il y en a un peu partout dans la région de Mont-Saint-Grégoire et de Rougemont, bien sûr. Question aussi de parler d'un musée, d'un centre d'interprétation de la pomme avec nous, Francis-Hugues Lavoie, qui est de la Pommeraie d'Or à Rougemont. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un musée qui est vraiment dédié au monde de la pomme? En fait, il y en a déjà un qui est sous une bannière économusée, mais il est à l'île aux Coudes. Donc, très éloigné de la région de Montréal. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est offrir un peu ce côté-là, le côté culturel, historique, à notre clientèle dans la région de Montréal. Bon, parce qu'on le sait, le monde de la pomme, c'est fascinant. Moi, à chaque année, je fais toujours des entrevues sur le domaine, puis je suis toujours étonné de voir le nombre de sortes que vous avez, et également les moments dans l'année où il y a telle sorte qui sort au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, puis bon, ainsi de suite. Donc, c'est quand même une culture, peut-être pas complexe, mais c'est quand même une culture qui est très diversifiée, la pomme. Effectivement, c'est une culture qui est quand même assez complexe. Donc, il y a beaucoup de travail qui est effectué dans les vergers tout au long de l'année. Souvent, on pense que c'est seulement à la récolte, seulement à l'automne que les pommiculteurs doivent travailler, mais le travail est vraiment étalé sur toute l'année. Et nous, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est ressortir d'une façon historique c'était quoi le travail du pommiculteur dans les vergers à l'époque jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ce monde-là? Parce que, bon, vous êtes un peu de la nouvelle de la génération, de la relève, mais je ne sais pas, moi, votre père ou vos ancêtres, on cultivait la pomme de quelle façon auparavant? Bien, nous, la famille Lavoie, on a acheté un premier verger en 83. Donc, essentiellement, les techniques, ont évolué, mais quand même, ça reste assez similaire. À l'époque,
Donc, à l'époque début des années 1900, on travaillait avec les chevaux. Il n'y avait presque pas de travail qui était automatisé. Donc, beaucoup de travail à la main. La cueillette, c'était aussi différent. Les pommes étaient mises par terre, ensuite récoltées. Toute la cueillette, tout le côté aussi classification des pommes par la suite, l'entreposage des fruits. C'est des étapes qui ont évolué avec le temps, puis des nouvelles technologies. Il y a même toujours des nouvelles solutions pour avoir une pomme plus croquante, plus fraîche, tout au long de l'année, jusqu'en juillet, en fait. C'est quoi je parlais tantôt de différentes sortes. C'est quoi la diversité des pommes? C'est quoi toutes les sortes qu'on a à peu près? Là? Il y en a combien ici au Québec? Là? Au Québec, on cultive environ une quarantaine de variétés. 40? Puis les variétés, dans le fond, les premières pommes vont sortir dès la mi-juillet et on va étaler ça jusqu'à la fin octobre au niveau de la cueillette. Une quarantaine de variétés, oui. Wow! Nous, au verger de la Pommeraie d'Or, on a environ une douzaine de variétés, essentiellement de mi-août à mi-octobre, pour offrir de la variété vraiment à la clientèle qui vient cueillir au verger. Bon, parce qu'il y a aussi différentes activités, parce que, bon, il y a l'autocueillette, donc ça permet aux gens de se connecter avec la nature et de venir cueillir leurs pommes, mais il y a aussi toute la partie où vous cueillez et vendez en kiosque, sans compter les autres que vous ramassez par terre probablement, puis que vous vendez pour faire du jus ou faire autre chose, là. Oui, en fait, il y a différentes branches de mise en marché. Donc, il y a l'autocueillette, donc les gens viennent au verger. Ça, c'est surtout de la mi-septembre à la mi-octobre. Mais tout au long de l'année, il y a des producteurs qui ont des marchés, qui ont des boutiques, donc ils vont cueillir les pommes, les entreposer, puis les revendre par la suite à la clientèle. Puis il y a aussi le volet Transformation. Ouais, transformation, puis vente en gros. Donc il y a une partie, en fait, la majorité de la récolte est cueillie septembre-octobre, entreposée, puis va être vendue, écoulée dans les marchés d'alimentation tout au long de l'hiver. Durant l'année. Durant l'année, oui. Comment on arrive à préserver les pommes pour que si on l'achète dans une épicerie au mois de février, elle soit encore aussi croquante qu'elle ne l'est au mois d'octobre? Bon, en fait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est la maturité de la pomme durant la cueillette. Donc, on a un système pour tester la maturité et la dureté de la pomme. Puis selon la maturité et la dureté, on va savoir environ jusqu'à quelle date on peut penser la conserver pour qu'elle soit croquante et ferme à la vente. Bon, quand on parle aussi de transformation, c'est sûr qu'on peut faire de la confiture, on peut faire évidemment des tartes et des choses comme ça, mais aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de pommiculteurs qui font aujourd'hui différents produits plus liquides, si on veut, au-delà du jus. Là, on parle évidemment de les cidres, le cidre de pomme et compagnie. Donc, ça aussi, ça s'est beaucoup diversifié. Oui, en fait, autour des années 70-80, les pommiculteurs avaient commencé à produire des pommes puis les vendre en gros à d'autres emballeurs pour ensuite qu'ils soient vendus en épicerie. Et au tournant des années 2000, on a assisté à une nouvelle génération qui, eux, ont décidé de remettre la vente à la ferme de l'avant, de transformer nos pommes, donc soit en tarte, soit en compote ou en muffin. Et il y a beaucoup d'estheries aussi qui se sont développées depuis 2000. Et on assiste aujourd'hui à une reprise un peu de la consommation du cidre au Québec, avec des produits originaux, avec des produits qui sont nouveaux genres. Ouais, un vieux de la vieille m'avait déjà dit, puis c'était un peu la même chose au niveau des premiers vignobles. C'est que si on remonte à, là, je ne sais pas moi, une trentaine d'années, on va parler en bon québécois, il y en a qui ont comme un peu scrappé le marché en vendant des produits qui n'étaient vraiment pas beaucoup de qualité. Et ça a été long avant, après ça, que ceux qui faisaient du bon produit être capables de dire au monde, écoutez, non, on a du bon produit. C'est comme aujourd'hui, la tendance est plus positive qu'elle ne l'était il y a une trentaine d'années. Donc, le marché, vraiment, aujourd'hui, c'est donné une notoriété qu'on n'avait peut-être pas dans les années 80. Oui. En fait, ça a pris environ 5 à 6 ans de faire le marché du cidre. Ouais. Puis ça fait 40 ans qu'on travaille à le rebâtir. Ouais. Donc, depuis 5-6 ans, la qualité est vraiment mise de l'avant. Les nouveaux producteurs de cidre, on mise vraiment sur une qualité, une originalité du produit. Puis c'est ça qui fait en sorte que les consommateurs en prennent et en redemandent aussi. Puis que le cidre devrait devenir un produit de consommation courante là, dans les prochaines années. Oui, c'est ça. Donc, on a changé un peu l'image, la perception qu'on a des produits de la pomme, du cidre.
a beaucoup, disons, évolué positivement. Oui, oui, oui. Mais il y a encore des gens qui ont la mémoire puis qui se rappellent de ce qu'ils ont goûté dans les années 70. Oui, c'est ça. À ne pas confondre. À ne pas confondre, ça Pas du tout. a vraiment changé. Là. On a pris le bon tournant. Quel est le produit que vous nous avez amené ici, qui est dans la petite boîte verte? En fait, c'est un nouveau produit qu'on fait au domaine de la voie, parce que je suis aussi propriétaire du domaine de la voie à Rougemont. Et c'est un cidre houblonné. Donc, c'est un cidre de pomme qui a fermenté avec du houblon. Et ça nous amène un peu un côté bière blanche, un côté amertume, orangé en fin de bouche. Puis en première bouche, on a vraiment le côté pomme fraîche, fruité de la pomme. Puis sur la fin de la bouche, on a le côté amertume, bière blanche. Est-ce qu'on le classifie davantage comme étant une bière aux pommes ou un cidre houblonné? Je ne sais pas. Ouais. Dans quelle catégorie ça se retrouve? En fait, ça se retrouve dans la catégorie cocktail au cidre, parce que c'est un cidre qui est assemblé avec du houblon. Et en fait, c'est vraiment la pomme qui est fermentée, donc c'est pas une bière. Parce qu'une bière, c'est de la fermentation de céréales. Ouais. Donc, c'est vraiment, comme c'est la pomme qui est fermentée, c'est vraiment un cidre houblonné. Houblonné. Mais quelqu'un qui goûte ça va y trouver quand même un goût. Va y trouver une certaine ressemblance avec une bière, surtout des bières de microbrasserie là, qui ont un côté plus houblon. Mais c'est vraiment un nouveau produit, une nouvelle tendance qui était déjà mis de l'avant beaucoup aux États-Unis. Ouais. Et nous, on a décidé d'emboîter le pas puis de créer ces produits-là pour diversifier notre gamme de produits. Là. Parlez-nous justement de la famille Lavoie, des différentes propriétés que vous avez. Bon, là, on parle de la pommeraie d'or qui existe depuis je ne sais pas combien d'années. Là. La pommeraie d'or, ça fait une quarantaine d'années que le verger existe. Nous, on l'a acquéri en 2009. 2009. 2009, donc c'est la 6e année qu'on l'exploite, qu'on exploite le verger. Puis on a continué à faire l'autocueillette, qui était déjà la grande... Et quelles sont les autres propriétés de la famille? Donc, on a le domaine de Lavoie, qui est un vignoble-brasserie situé à Rougemont. Oui. Mes parents ont un verger, que je dis verger familial, donc un verger qu'ils ont depuis 83. Et on a acquéri au courant de l'été le Clos Saint-Denis, à Saint-Denis-sur-Richelieu, donc pour augmenter la production de vin et prendre un pas d'avance sur nos compétiteurs à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes les premiers au Québec à faire à la fois du vin et du cidre? De mémoire, là, j'en vois pas. Est-ce qu'on a été les premiers? Je suis pas sûr. Mais, ouais. Je suis pas sûr, mais quand on a commencé en 2000, il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y a une dizaine d'entreprises qui font les deux. Ah oui? Un peu à plus petite échelle, mais il y a une dizaine d'entreprises qui cultivent aussi des raisins, aussi de la pomme, qui transforment en cidre. C'est quoi la différence de produire du raisin ou produire de la pomme? Qu'on fasse du vin ou du cidre, est-ce qu'il y a quelque chose qui se ressemble dans tout ça? En fait, la grosse différence, c'est surtout le fruit qu'on utilise. Oui. Parce qu'au niveau des fermentations, c'est sensiblement les mêmes méthodes. Donc, on va rajouter de levure, c'est les mêmes types d'analyse, c'est les mêmes filtrations qu'on utilise. Donc, au niveau de la cuverie, au domaine, on utilise pratiquement les mêmes équipements pour produire le vin et le cidre. Il y a juste au niveau du pressoir que c'est différent. Donc, on a un pressoir à raisin, un pressoir à pomme. Puis ensuite, Et qu'est-ce qui fait que vous-même avez entamé ce processus de relève? Parce que ce qui me fascinait, moi, quand j'étais en début de carrière, dans les années 80-90, surtout pour les vignobles, c'était souvent des gens, tu sais, genre un prof qui part à la retraite avec sa femme puis qui décide de s'acheter un vignoble. Puis là, les gens se ramassent à 70 ans, 15 ans plus tard, puis c'est rendu très gros, puis parfois, il n'y a pas toujours de la relève. Qu'est-ce qui fait, vous, finalement, est-ce que vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez jeune? Moi, mais dans le fond, quand on a parti le vignoble, quand on a planté les premières vignes en 97, j'avais 15 ans. Donc, les premières cuvées, je ne les ai pas goûtées. Je ne les ai pas appréciées. OK. Et j'ai toujours voulu revenir sur la terre. C'était dans ma planification de vie, c'était je vais revenir prendre la relève un jour. Et j'ai fini mes études comme ingénieur en 2006. Et en 2008, j'étais déjà établi sur l'entreprise. Le retour s'est fait rapide un peu. En fait, je suis comme pas vraiment parti. Et les parents sont toujours en forme? Les parents sont toujours en forme, les parents sont toujours là. De plus en plus, je prends de plus en plus de place là, au niveau de l'administration. Dans les premières années, j'étais vraiment plus au niveau du travail au champ, la culture, tout ça. Mais de plus en plus, j'ai ma place à prendre.
dans l'entreprise. Donc, plusieurs propriétés pour ce qui est de la famille Lavoie, mais nommément la pommeraie d'or à Rougemont. Donc, on le dit, c'est le temps des pommes. Et surtout, là, évidemment, que le temps des pommes, les gens peuvent bien sûr aller faire de l'autocueillette et aller visiter le musée, le centre d'interprétation de la pomme qu'on retrouve au 173 chemin de Marieville à Rougemont. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babia quotidien. Vous savez, à chaque année, il y a souvent des ateliers qui sont offerts aux 50 ans et plus sur des conseils pour garder la forme, garder la santé, la prise de médicaments et tout ça. Et dorénavant, les ateliers du 6 Montérégie Centre, c'est la nouvelle entité qui organise la santé sur le territoire, c'est maintenant dans les bibliothèques municipales de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, pour obtenir de l'information, sjsr.ca/biblio. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, donc rappel de la grille horaire. Également, le télébingo tous les dimanches matin à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a 30 dépositaires sur le territoire pour acheter vos livrets. Donc, je vous invite à consulter la liste à tvhr9.com ou en téléphonant ici même à la télé. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, voici les coordonnées de la télévision du Richelieu. Pour me joindre directement, plus rapide et plus facile, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. Et je vous invite également à visiter notre site Internet, nos pages Facebook et Twitter pour se tenir informé. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.